Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler gros billets, pas trop d'immobilier, si ce n'est qu'en fait, j'ai eu la chance de me rendre chez Just Mining dans leurs locaux. Et pourquoi je suis allé dans leurs locaux? Parce qu'en fait, j'avais un appartement qui se libérait dans la ville dans laquelle ils ont leur siège. C'est pas incroyable ça? Et donc, du coup, le matin, j'ai fait les visites. Ensuite, j'ai commencé à changer le mitigeur de l'évier de la cuisine. Puis je suis parti entre deux allers-retours chez le roi Merlin. J'ai pu m'arrêter chez Just Mining où j'ai pu faire un épisode donc avec Thibaut qui est cofondateur de Just Mining. Donc l'autre cofondateur qui est plus connu sur les réseaux, c'est Asher. Là, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Thibaut qui a pu donc me présenter l'activité de la société Just Mining. Comme leur nom ne l'indique plus trop, ils sont plus vraiment dans le mining, contrairement par exemple à Matt qu'on avait eu. Donc à présent, Just Mining sont plutôt dans tout ce qui est en fait les moyens de placer votre argent. Donc ça peut être des euros. Ils ont la chance en fait d'être régulés. Enfin c'est une chance et à la fois une contrainte d'être régulés. Donc c'est beaucoup plus. Ils peuvent donc gérer des euros et aussi de la crypto. Et donc vous allez pouvoir placer votre argent chez eux et générer des intérêts. Donc on parle pas des intérêts du livret A à je sais même plus combien il est 0,5% à présent. Mais on parle de vrais intérêts, donc ça peut être du 10%, ça peut être même beaucoup plus, en fonction des risques que vous êtes prêts à prendre. Donc merci à Thibaut de m'avoir invité, enfin en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Ce que je vais faire une petite précision quand même, quand je fais des podcasts avec des sociétés, si je vous l'indique pas, c'est que c'est moi qui suis allé les contacter pour passer sur donc pour qu'ils passent sur mon podcast, il n'y a pas de démarche commerciale là-dedans, il n'y a pas de ce que je veux en fait, c'est que des sociétés un peu qui sont innovantes ou qui sont dans des domaines qu'on connaît pas forcément ou pour lesquels on n'a pas la maîtrise, nous présentent leur activité. Si un jour il y avait une société, c'est déjà arrivé qu'il y ait des sociétés qui me contactent directement pour passer sur le podcast, il y en a que j'ai refusé. Enfin en tout cas j'ai pas prévu c'est pas du tout l'objectif du podcast de faire de la pub. Si jamais il y avait une société qui me contactait directement pour passer sur le podcast, bien sûr je vous l'indiquerai et je validerai forcément ce qu'ils font, leur activité, je la testerai, etc. On n'est pas du tout sur un podcast d'homme sandwich. J'ai pas besoin de me faire sponsoriser pour vivre, voilà. C'est vraiment l'idée, c'est le partage, la connaissance, et donc je suis super ravi. La crypto-monnaie, c'est un domaine où c'est un peu le Far West, donc si vous arrivez à avoir des vrais professionnels, c'est vraiment ce que je recherche. Donc on avait eu Matt de Summit Mining, on avait eu Nathan de MySeed Advisor, et à présent donc avec Thibaut de Just Mining, on a une bonne image de l'écosystème français, francophone, je pense, de la crypto-monnaie. Donc c'est super intéressant, super enrichissant. Aller en plus dans l'Est entre habitants ou personnes originaires du Grand Est, on est super content de toujours d'échanger, de voir une société qui est basée là-bas, qui se développe. Voilà, ça fait que des points positifs. Je leur souhaite en tout cas très bonne continuation à eux. Avant de démarrer, merci aux auditeurs de l'épisode négocier ou ne pas négocier, telle est la question. Alors parfois je dis, je peux en parler. En fait, parfois j'ai vraiment des gros scores d'écoute sur des épisodes et sur d'autres j'en ai moins. Là, c'était un épisode en solo. Les épisodes en solo, souvent j'en ai moins parce que forcément ils sont moins partagés que quand j'ai des invités qui ont leur propre communauté. C'était un épisode que je trouvais très intéressant parce que voilà, il peut vraiment vous faire gagner de l'argent ou vous faire aller sur des bonnes opportunités. Donc merci aux auditeurs. Si vous avez trouvé l'épisode intéressant, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis ou peu importe. Mais c'était vraiment, je pense, un épisode sur lequel que vous pouvez réécouter si un jour vous êtes en phase de négociation pour l'achat d'un bien immobilier. Et également merci à ceux qui ont acheté mon livre sur Amazon. J'ai vu que les commandes avaient légèrement augmenté, donc c'est vraiment pas mal. J'en ai vendu plusieurs centaines. Je m'attendais à rien. Et puis je suis quand même content. Donc je me dis que si même j'ai fait gagner 100 € à chaque personne qui a pu lire ce livre, sachant que probablement certains ont pu gagner des dizaines de milliers d'euros, comme j'ai pu le faire grâce aux techniques présentées dans le livre, ça commence à chiffrer. Ça commence à chiffrer cette affaire. Pour ce qui est du Club Invest, donc tant qu'on en est dans les achats, dans la négo, félicitations. Donc le Club Invest, pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, donc avec mon associé Michel,
on aide des personnes à faire leurs premiers achats rentables. Et sur les 7 membres qu'on a à présent, donc en fait, on veut toujours être un petit groupe. On va l'élargir à 1 ou 2 nouveaux membres très probablement bientôt. Mais l'idée, c'est toujours de rester un petit groupe. Et là, on a largement, j'ai fait les comptes, on a largement dépassé le 1 million d'euros d'offres acceptées ou de compromis signés. Donc, on espère que tout ira au bout. Mais en tout cas, voilà, en 3 mois, plus d'1 million d'euros. Les membres, ils se sont vraiment démenés pour trouver des biens, pour trouver des projets rentables. On est super contents pour eux. Il y a eu un très gros projet pour laquelle l'offre a été acceptée il y a quelques jours vraiment. Donc en fait c'était hier. Là j'enregistre lundi 28 et puis on a su hier que un gros projet avait été accepté. Donc bravo aux membres. Et puis en plus c'est un projet. Voilà, on a pu négocier jusqu'aux 1000 derniers euros. À 1000 euros de moins, la personne, elle avait son offre qui était refusée parce qu'il y avait d'autres offres. Et donc nous, on a pu négocier tout pile pour avoir en fait ce qui est, je pense, le meilleur prix qui était possible d'avoir, en tout cas à l'instant T sur ce projet. Il y avait plusieurs personnes intéressées, plusieurs offres. Et nous, on a fait pile la bonne offre. Et puis avec 1 ou 2 stratagèmes, on a réussi à passer devant les autres. Donc bravo aux membres. Vous êtes super forts, super motivés. Et on est ravis de voir vos résultats. Avant de démarrer pour le week-end IMO, donc j'avais parlé de faire un week-end IMO à Colmar en Alsace. Michel, il a pris un peu tous les renseignements et tout. Ça va se faire très probablement du 13 au 15 mai. Et donc on va tout faire pour forcément limiter les coûts, mais il y aura des coûts incompressibles, hein, l'hébergement, la nourriture. On est en train de voir pour 1 ou 2 activités. Donc voilà, on doit faire un peu les calculs pour tout ça, pour que ça passe. Et si vous savez que vous êtes super motivé, que vous voulez venir, eh ben vous pouvez m'envoyer un message info@byebyepatron.net ou via Instagram byebyepatron. Vous avez les notes dans la description de l'épisode bien sûr, et vous pouvez me dire vas-y préviens-moi quand c'est sûr. Comme ça, moi je suis super motivé et très très probablement que je viendrai. Et comme ça, pour nous c'est plus simple de voir le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées, et aussi on pourra du coup sizer, pour faire du mauvais français, sizer en conséquence voilà l'hébergement et puis la restauration et les activités. Donc vous n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà m'écrire, et puis bien sûr ça ne vous engage à rien. Mais bon, voilà, on est très occupé en ce moment avec les membres du Club Invest, on est en train d'acheter, on a deux achats en cours. Là, quand je vais finir d'enregistrer le podcast, je vais encore envoyer une offre. Les membres du Club Invest, mon livre, je suis en phase de relecture. J'ai pas mal bougé là cette année. J'ai fait les comptes hier. J'ai déjà pris 10 fois l'avion en 2022. Ça commence à faire pas mal. Mais en tout cas, pour le podcast, je tiens le rythme, et très probablement que le podcast de la semaine prochaine, je le ferai tout seul parce que ce sera l'épisode anniversaire, les 1 an du podcast. Voilà. Il m'est arrivé tellement de choses superbes en 1 an grâce à ce podcast. On fera un petit point là-dessus et sur plein d'autres news forcément. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve de l'autre côté avec Thibaut de chez Just Mining. Donc c'était un épisode en direct. Je pense que l'échange s'est mieux passé en direct que quand je l'ai fait à distance, mais on n'a pas toujours le choix. Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve avec Thibaut. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et on enregistre aujourd'hui en live dans les locaux de Just Mining avec Thibaut. Thibaut, je suis ravi de t'avoir sur mon épisode. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va, super. Merci à toi d'avoir fait le déplacement, parce que du coup, tu m'invites dans ton podcast, mais je t'invite dans nos locaux. Tu vois, c'est ça, c'est la magie Et puis quand on est dans l'Est, voilà, on est tous un peu voisins, donc on s'arrange pour être là. Donc on est dans les locaux de Just Mining un samedi, et il y a plein de monde. Donc si tu voulais, Thibaut, tu peux nous raconter un peu ce que vous faites ici, pourquoi il y a autant de monde le samedi. Du coup, effectivement, nous, dans la crypto, de toute manière, le samedi ou même le dimanche ou les jours fériés n'ont pas forcément de différence avec les autres jours de la semaine. Donc, c'est vrai que tu peux venir un peu n'importe quand, un peu à n'importe quelle heure. Tu croiseras toujours quelqu'un ici. Bon,
les plus courageux sont quand même là le samedi, mais c'est vrai que t'as quand même du monde. Donc sur place à Metz, on a 3 sociétés qui sont représentées, qui sont Just Mining, Descoin et Vivoca. Vivoca un petit peu dans un scope différent puisque Vivoca est plus sur de l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale. Descoin et Just Mining, sociétés sur lesquelles moi j'interviens directement, sont des sociétés elles spécialisées dans la crypto. Donc Descoin, un broker qui va faire de l'achat-vente de crypto-monnaies, et Just Mining qui va aller un petit peu plus loin, qui est une société que j'ai fondée du coup avec Owen Simonin, Asher en 2017, où là on va faire d'une part, on va avoir un visage qui est une plateforme d'investissement où les gens vont pouvoir venir investir des euros ou des cryptos et les faire fructifier. Donc l'idée c'est de générer un revenu passif grâce à différents mécanismes, et d'autre part tout un volet technique parce qu'on intervient dans le dur de la blockchain, notamment sur le volet validateur qu'on reviendra tout à l'heure. Ok, super. Et toi, ton rôle au sein de Just Mining, c'est quoi exactement? Comment vous êtes répartis un peu les tâches entre fondateurs et avec les salariés peut-être? Alors mon rôle il a beaucoup évolué parce que du coup la société commence à grandir, et aujourd'hui sur Just Mining on est une trentaine de collaborateurs, donc on commence à avoir une répartition des rôles qui est de plus en plus précise. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est chef des opérations. Donc, je vais avoir d'une part assister Owen qui lui est en haut de la pyramide, et d'autre part jouer un petit peu le rôle de chef d'orchestre entre les différents pôles, parce qu'aujourd'hui on est réparti en plusieurs pôles, un pôle tech, un pôle IT sécurité, un pôle commercial, un pôle marketing, un pôle réglementaire aussi, et donc c'est tous des pôles qui ont des façons de faire différentes, qui ont des objectifs différents, et il faut réussir en fait à accorder tout le monde pour qu'on tire dans la même direction. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup comment vous en êtes arrivé là, quand est-ce que vous êtes lancé, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Yes, alors la société s'est lancée en 2017, donc le projet est né en courant 2016, plutôt fin d'année 2016. Société constituée officiellement en 2017 avec pour première mission de rendre le minage de crypto-monnaies, donc sur le volet hardware, accessible à tous. Donc là, on fabriquait des machines. L'idée, c'était vraiment de fabriquer les machines, de les envoyer chez les particuliers et sur un simple on-off, pouvoir miner du Bitcoin dans son salon. C'était vraiment ça l'idée de départ. Donc 2017, c'était vraiment le début en fait de l'émergence des cryptos. Quand on s'est lancé, c'était encore très compliqué de trouver de l'information. Il n'y a pas grand monde qui comprenait ce qui se passait. Et puis on a eu le premier bull run de 2017 le premier bull run médiatique en tout cas, qui a fait vraiment du bruit et qui a amené Bitcoin et les crypto-monnaies auprès du grand public, qui nous a littéralement propulsés, parce que du coup quand tout le monde a commencé à parler de crypto et qu'ils ont commencé à regarder ce qui se passait sur le marché, il y avait pas grand chose en fait, et on était une des seules sociétés représentées. Donc on a tout de suite été mis sous le feu des projecteurs. En parallèle, Owen avec sa chaîne YouTube Asher qui commençait à prendre de l'envergure. Donc voilà, donc on a tout de suite été un acteur assez important du paysage français. Et au fil du temps, notre métier a évolué. Aujourd'hui, le minage, on l'a un peu plus laissé de côté et on est plus focalisé sur d'autres technologies qui servent aussi à la sécurisation des réseaux blockchain, mais plus sous la forme hardware. On va parler de stacking ou de masternode notamment. Ok. Donc vous, en fait, vous achetiez les cartes graphiques et tout, et vous envoyez tout assemblé? C'est ça, à l'époque c'était ça. On achetait tous les composants, on montait la machine et puis on faisait toute la configuration de manière à ce que le client il reçoive sa machine chez lui, il la branche à Internet et au courant, et directement la machine se partait. Derrière, il avait une interface à travers laquelle il pouvait récupérer directement ses cryptos. L'idée c'était de dire vraiment que n'importe qui, que tu aies des compétences en informatique ou non, une compréhension de la blockchain ou non, tu puisses miner du Bitcoin. En fait, c'était ça l'idée. Ok, super. Et vous aviez des fonds, parce qu'au début c'était un peu le nerf de la guerre, je pense. C'est clair, ça a été reçu. Puis en plus, du coup, quand on lance la société, Owen a 19 ans, moi j'en ai 20, donc on est soutenu par deux, trois personnes autour de nous, mais qui sont pas beaucoup plus âgées, qui ont pas beaucoup plus d'argent. Et du coup, forcément, c'est du matériel qui coûte cher. Monter une entreprise, ça coûte aussi un petit peu d'argent. Donc à ce moment-là, on n'a pas assez d'argent. Donc on va voir quelques banques pour se faire financer. Donc là, on est en 2017. T'imagines bien 2 gamins qui arrivent et qui demandent un petit peu d'argent à des banques. On leur parle de Bitcoin, des crypto-monnaies, ils comprennent pas. Donc ils nous disent gentiment de retourner à l'école. Et voilà. Et finalement, en fait, comment on s'en est sorti, c'est que donc on n'a pas réussi à se faire financer par des banques et on a utilisé le financement participatif, où on a fait
campagnes de précommande en fait. On a été voir la communauté qui était celle d'Owen sur les réseaux en disant voilà, on a pour objectif de faire ce projet-là. À la base, c'était une demande qui venait de YouTube et de la communauté d'Owen. Donc il y a des gens qui nous ont dit ce serait bien que vous fassiez un projet comme ça, vous connaissez, nous on sait pas faire et ce serait top d'avoir un produit plug and play. Et donc on a dit on va le faire, sauf qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Donc voilà, on va faire comme ça. On a trouvé, on a fait des tests, on sait que ça peut marcher. Par contre, on n'a pas d'argent pour faire les machines. Donc si vous voulez une machine, faut la précommander. Et on s'est dit si on arrive à récolter 15 000 € de précommande sur un mois, on y va, c'est que ça vaut le coup. Et en fait, on a fait 30 000 € en un week-end, 75 000 € en une semaine. Donc on s'est dit il y a vraiment un truc, faut y aller. Et donc voilà, c'est parti. Puis on a livré les premiers clients dans les temps. Donc du coup derrière, on a eu un gros soutien aussi de ces personnes-là qui ont été en fait nos premiers clients, mais surtout nos premiers partenaires. Qui après en plus on parlait autour d'eux, qui ont voulu d'autres machines, je suppose. C'est ça. Et puis après du coup avec la diffusion et la médiatisation qui a augmenté autour des crypto-monnaies, on a tout de suite été un peu plus visible. Ok, sur le devant de la scène. Et donc après vous avez migré, donc maintenant vous faites du farming, lending, vous faites les deux? Alors le farming on n'en fait pas. On n'en fait pas parce que c'est des mécanismes sur lesquels aujourd'hui notre métier a vraiment évolué et on n'a pas du tout les mêmes normes, notamment en termes de réglementation et de risk management qui sont les mêmes. Aujourd'hui, on a vraiment une structure qui se rassemble un peu plus d'un établissement financier. Donc là où 2017, 2018, c'était un petit peu plus le Far West et nous on était très peu expérimentés. Donc on faisait des choses qui n'étaient pas forcément toujours très corporate. Aujourd'hui, les deux sociétés, comme je te l'expliquais tout à l'heure, sont régulées auprès de l'AMF. Donc on répond à des process qui sont très stricts et puis on gère aussi des volumes sous gestion aujourd'hui qui sont beaucoup plus importants, donc on peut plus se permettre de faire les mêmes choses. Mais effectivement, on est arrivé à un moment donné où on faisait un peu de mining, un peu d'autres choses, donc du masternode, du stacking, et en fait plus le marché a évolué, plus le marché s'est professionnalisé, plus c'était des métiers qui étaient totalement différents et tu pouvais plus faire les deux à grande échelle. Donc à un moment donné, il a fallu faire un choix par rapport aux compétences qu'on avait en interne et la vision globale qu'on avait. On a estimé que les technologies, donc ce qu'on appelle le proof of stake, d'un point de vue technique, étaient plus adaptées à notre vision et à nos compétences. Et donc on a délaissé progressivement le mining et aujourd'hui on fait plus du tout de mining et on fait essentiellement donc du proof of stake avec du stacking des masternodes et également de la DeFi avec du lending, donc différents processus qui permettent toujours de générer des revenus passifs à travers des crypto-monnaies. Ok. Donc ouais, pour ceux, parce qu'il n'y a pas que des investisseurs crypto, donc le mining c'est proof of work, en fait c'est des machines qui tournent, et proof of stake c'est en fait quand tu détiens un token. C'est ça. Token. En fait, ça va en créer d'autres. Tu soutiens un peu le projet. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe différentes blockchains qui utilisent des méthodes de sécurisation qui vont être différentes. Donc la première blockchain historique, c'est Bitcoin. Bitcoin, la sécurisation du réseau Bitcoin fonctionne grâce à des machines. Donc c'est le fameux minage de crypto-monnaies. Donc grâce à la puissance de calcul des machines que tu mets à disposition du réseau, tu vas récupérer une récompense en Bitcoin. Donc ce système-là a la vertu d'être très sécurisé. En termes de sécurité, on fait difficilement mieux. Par contre, ça a des contraintes en termes de scalabilité parce qu'il faut toujours plus de matériel. Ça a des contraintes en termes de consommation d'énergie parce que c'est des machines qui sont énergivores. Donc, il faut être capable d'avoir de l'énergie à disposition pour pouvoir faire cette activité correctement. Donc, il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients. Et du coup, il y a naturellement des gens qui ont commencé à se pencher là-dessus et dire, OK, comment on fait pour trouver des solutions qui sont peut-être plus scalables, des solutions qui sont différentes. Et donc, il y a eu d'autres mécanismes qui sont nés, dont le stacking, où si on veut le ramener d'un point de vue investisseur, c'est ni plus ni moins que ça peut se rapprocher de l'épargne, dire on immobilise une quantité X de crypto-monnaies et en contrepartie on touche des intérêts. En gros. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc moi, si je suis investisseur aujourd'hui, que j'ai 30 000 €, je peux venir vous voir. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça. Nous aujourd'hui, nos typologies clients, c'est aussi bien des néophytes que des gens qui sont plus qui sont plus à l'aise avec ce marché-là, mais on a beaucoup de clients qui sont débutants, qui viennent nous voir avec 5, 10, 100, 1 million d'euros. Ils disent voilà, ma typologie d'investisseur, c'est celle-ci. On discute avec eux, ok, donc plutôt amène à prendre des risques ou pas, plutôt un objectif long terme ou pas. Et puis en fonction de ça, on est capable de constituer un panier avec un lot de produits d'investissement qui vont se rapprocher de son profil d'investisseur. Et puis après, c'est parti. Ok. Et donc tu dis il y a plusieurs profils. Donc le plus connu, c'est on peut faire du lending de stablecoin. Mm-hmm.
Et après, c'est en fait en fonction des projets qu'on augmente le risque et la rentabilité. C'est ça. En fait, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant dans les cryptos par rapport à il y a quelques années, c'est que peu importe ton profil d'investisseur, tu vas trouver un produit d'investissement qui correspond à tes attentes. Donc, si tu veux aller progressivement dans la crypto, mais que t'es pas à l'aise pour prendre du risque et que tu veux vraiment y rentrer progressivement avec des actifs qui sont moins volatiles, parce que la volatilité, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, et ben il existe des produits, donc notamment le lending de stablecoin, qui te permet de générer du rendement sur des actifs qui sont indexés au dollar. Donc finalement, tes actifs valent toujours $1, et là par contre, tu peux aller générer du revenu entre 8 et 10% annuel. Donc par rapport à ce que tu trouves sur les marchés traditionnels, ça reste quand même super attractif. Et à côté de ça, pour ceux qui veulent prendre plus de risques, ben il existe plein de projets qui sont plus jeunes, un petit peu moins développés, où là tu as des potentiels de croissance qui sont super importants, où tu peux aller chercher à la fois des très gros rendements, donc plusieurs dizaines de pourcents, et en plus de ça, une croissance sur le cours de l'actif. Ok. Parce que c'est ça, il y a c'est risque et reward qui vont ensemble, quoi. Dès qu'on est en dehors du stablecoin, c'est ça. Il y a la monnaie qui peut prendre de la valeur et le taux. C'est ça. En fait, c'est un petit peu le même. On peut prendre le parallèle de l'investissement dans des startups. Plus tu vas investir dans une jeune société, plus tu as le potentiel de faire une grosse performance. Par contre, forcément, tu t'exposes à plus de risques. Si tu veux investir directement dans les actions du CAC 40, t'as peu de chances de te faire diviser par 2 ou diviser par 5. Par contre, tu t'attends plus à faire x10 ou x100. Dans la crypto, c'est pareil. Si tu prends un actif qui est déjà bien déployé, tu vas pas forcément avoir une grosse perf en termes de multiplicateurs. Par contre, tu vas aussi être moins risqué en termes de division. Ok. Et comment vous choisissez du coup les tokens sur lesquels vous vous basez pour faire justement ce Alors nous, ce lending? Le premier critère, il est d'abord technique. Est-ce que nous, par rapport aux compétences qu'on a en interne, on est capable de répondre aux critères techniques du réseau? Donc on a parlé tout à l'heure de validateurs. Donc nous, en fait, notre métier aujourd'hui, plus de la moitié de nos équipes sont des techs qui participent au fonctionnement du réseau. Donc en gros, il faut imaginer que on va monter des réseaux, des moteurs sur les réseaux blockchain pour les faire fonctionner, et derrière on va être rémunéré pour cette activité-là. Du coup, d'abord la première question, c'est est-ce que on a les capacités pour monter des moteurs, et est-ce que ce réseau fonctionne avec ce type de moteur-là? Donc si oui, ok, on va pouvoir ensuite regarder un petit peu plus près le projet, donc les recherches fondamentales d'abord, qui est derrière le projet, qu'est-ce qu'ils ont fait, à quoi sert le projet, quels besoins il répond, donc tout ce travail de recherche-là. Et puis après, tu as aussi des critères qui sont un petit peu plus financiers, donc est-ce qu'aujourd'hui il y a telle capitalisation, il y a de la liquidité sur telle ou telle plateforme, pour ensuite, en fonction de tout ça, en fait, tu vas avoir un scoring de l'actif. Okay. Et en fonction de ce scoring-là, il va être plus ou moins éligible, en fait, à nos différents produits. Ok. Et vous regardez aussi, je suppose, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, s'il y a du burn ou si tu peux émettre autant de tokens que tu veux. Je pense que c'est un critère suite. Ouais, c'est ça. En fait, t'as toute une panoplie de critères. La liste, elle est assez longue. Je les ai pas tous en tête, mais tu as d'un côté l'équipe plus financière qui va passer, qui va faire une grille de lecture du projet, et derrière tu as l'équipe technique qui va faire aussi une grille de lecture du projet, mais de manière indépendante. Okay. Et en fait, si les deux valident les fiches et que ça rentre dans leur scope, à ce moment-là, on se dit ok, ce projet-là, on peut y aller. Donc on étudie, des dizaines de projets par mois. Il y en a très peu qui sont éligibles. Et puis maintenant qu'on est régulé et que on a aussi beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de clients, t'as une responsabilité qui est différente, et donc au fur et à mesure, tu te dois d'être de plus en plus exigeant en fait sur tes critères, parce que on arrive à un moment donné où mine de rien, quand on liste des projets, les gens vont des fois investir dans des projets juste parce qu'ils nous font confiance et parce qu'ils disent ok, ils ont fait leur recherche, moi j'ai plus besoin de faire les miennes. Alors que c'est pas comme ça que ça va se passer, mais la réalité c'est que les gens vont quand même réfléchir comme ça. Donc du coup, tu te dois d'être ultra vigilant, bien présenter le risque, parce que même si nous on a fait une due diligence, c'est pas pour ça que le projet va fonctionner. Tu peux avoir un super projet, une super équipe, la configuration du marché fait que ce projet peut ne pas fonctionner. Donc voilà. Mais nous, en tout cas, aujourd'hui, on a des critères qui sont. Il y a des projets auxquels personne croyait qui ont. Exactement. Shiba ou les trucs comme ça. Alors là, pour le coup, c'est pas forcément. C'est typiquement le genre de projet sur lequel on travaille pas et on pourra pas lister. Mais voilà, ouais. Oui, il y a de ça, mais effectivement, on a des critères de sélection qui sont assez rigides. Ouais. Du coup, si je veux investir, après vous divisez, je suppose, en plusieurs poches de l'argent que j'ai investi, vous le divisez en plusieurs poches de tokens.
En fait, ça va vraiment dépendre de ce que recherche l'investisseur. Tu as des investisseurs qui viennent et qui peuvent être en totale autonomie sur la plateforme. Tu choisis les projets sur lesquels tu veux investir et là t'as ton dashboard et c'est toi qui fais tes opérations comme tu le souhaites. Ensuite, tu as les investisseurs qui vont être autonomes mais qui ont besoin quand même de temps en temps d'un petit coup de main ou d'un petit conseil. À ce moment-là, nous on a un support qui est disponible pour aiguiller les clients. Donc typiquement, tu viens, t'as un petit peu d'argent à investir et mais tu sais pas trop sur quoi te placer. Bah là, du coup, tu vas pouvoir avoir recours à ce support pour savoir sur quel actif tu vas te positionner par rapport à ton profil d'investisseur. Et puis sur les gros portefeuilles, donc ça on le fait pas sur tous parce que c'est énergivore et ça nécessite nous de la bande passante. Donc aujourd'hui on le fait à partir de 100 000 euros. On va faire ce qu'on appelle des mandats sous gestion. Donc là directement la personne vient, elle nous dépose un montant plus important et elle dit bah voilà, moi on définit son profil risque avec lui. Donc là on catégorise en 3 profils, un profil low risk, un medium risk et un high risk. Et en fonction de ça, nous, on va gérer son portefeuille pour lui. Et donc là, effectivement, lui, il a plus du tout à s'en occuper. On lui fait des reportings trimestriels. Et puis là, on gère le portefeuille pour lui. Donc là, on lui fait ses répartitions. Ok, trop bien. Et comment vous payez ? Vous prenez une commission sur les rendements ? Alors sur toute la plateforme, nous on prend des frais de gestion sur le rendement. Donc admettons généralement c'est entre 10 et 15%. Donc un projet qui va rémunérer à hauteur de 1 euro par jour, bah, l'investisseur il va récupérer 90 centimes et nous on va garder 10 centimes. Donc c'est vraiment un business model qui fonctionne aujourd'hui au volume. Nous on gagne à avoir du volume sous gestion. Et pour les mandats, là où on gère l'ensemble du portefeuille, on va prendre aussi des performance fees qui vont varier en fonction du niveau de risque que prend la personne. Ok, super. Donc ça c'est le lending. Ça c'est globalement l'ensemble des solutions, parce que quand en fait il y a le lending, masternode. En fait c'est un peu pareil les masternodes. Alors c'est techniquement c'est tous des produits qui sont très différents. Si on prend les sous-jacents techniques c'est très différent. Par contre pour l'investisseur, et si on veut vraiment vulgariser la chose au maximum, l'investisseur, il n'a pas besoin de comprendre tous les sous-jacents techniques. L'idée de tous ces produits-là, c'est toujours un petit peu le même. C'est j'immobilise une quantité d'actifs et je reçois des récompenses en contrepartie. Après, effectivement, si tu fais du stacking, du master, du lending, derrière, tu gères pas les fonds de la même manière parce que techniquement, c'est pas la même chose. Ok. Il y en a où c'est progressif et il y en a où en fait, il faut mettre beaucoup d'argent d'un coup. Ouais, c'est même pas ça, c'est que le lending pour le coup c'est des mécanismes financiers purs que tu vas répliquer dans ce qu'on appelle la DeFi, donc dans la finance décentralisée. Donc là tu vas t'exposer à des protocoles, les masternodes et le stacking, là tu vas travailler sur des validateurs des nœuds de réseau. Donc là nous c'est par rapport à nos compétences techniques et par rapport à ce qu'on produit pour le réseau qu'on va être rémunéré. Donc c'est vraiment 2 approches qui sont totalement différentes. OK. Et pour vous, je pense que c'est un peu une de tes tâches, c'est de proposer des solutions, parce que les masternodes, tu peux pas en faire peut-être tout le temps, ou il y a des... Nous, pour le coup, là-dessus, on s'adapte à l'évolution du marché et des projets. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de préférence pour une blockchain par rapport à une autre. Enfin, on a tous en interne naturellement nos projets favoris et ceux avec lesquels on a le plus d'affinité. Mais derrière, là, nous, on joue vraiment le rôle d'agrégateur où nous, si techniquement on est capable de répondre aux besoins d'un projet, on va répondre aux besoins de ce projet et on va le proposer à nos investisseurs. Mais nous, on se positionne vraiment comme un interlocuteur technique, si on peut dire, de la blockchain qui va faire le pont entre les investisseurs traditionnels et les projets blockchain. Ok. Et t'as dit que vous étiez régulé. Peut-être que tu pourrais en parler rapidement. Qu'est-ce que ça fournit comme assurance et peut-être comme contrainte pour vous d'être régulé? Yes. Donc on est régulé en France en tant que PSAN, donc prestataire de services sur les actifs numériques. Donc c'est aujourd'hui un enregistrement qui est déposé auprès de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. C'est un enregistrement qui est obligatoire si tu souhaites proposer des produits financiers en lien avec les cryptos sur le territoire francophone, enfin auprès des résidents francophones. Donc là, en théorie, tu vois toutes les gros exchanges qui ne sont pas régulés. Donc je prends Binance, je prends Kraken, je prends Coinbase, je prends Swissborg, etc. Eux ne sont pas enregistrés, donc normalement ne devraient pas être en mesure de proposer des produits aux résidents français, sauf si c'est la personne qui va chez eux sans que la plateforme ait fait aucun effort pour les trouver. Donc ça devrait être la réalité des choses. La réalité, c'est que c'est encore très très jeune et donc il y a un petit peu de lest. La régulation, ça implique
beaucoup de choses, beaucoup de process. Nous, on a tout un département réglementaire maintenant en interne avec des compliance officers. Ça a des avantages. L'avantage, c'est la structuration de ta société. Ça te force à être beaucoup plus rigoureux. Ça t'amène des process qui font que tu te rapproches de plus en plus du fonctionnement d'un établissement financier. Donc ça, c'est plutôt les points positifs. Ça te fait prendre beaucoup de maturité rapidement. Et ça te permet aussi d'aller chercher des plus gros clients. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends une boîte du CAC 40, par exemple, ou n'importe quelle grande entreprise, si elle souhaite investir dans les crypto-monnaies ou investir de manière générale, elle doit avoir une grille de lecture de l'investissement. Ils ont des process à respecter et s'ils ont un interlocuteur en face qui est pas régulé, ils peuvent tout simplement pas travailler avec lui. Ouais, donc le fait d'être régulé te permet d'aller travailler avec cet acteur-là. Donc ça, c'est aussi intéressant en termes de volume. Après, les inconvénients, c'est que des process, c'est lourd, c'est administratif. Sur un marché sur lequel tu as besoin d'avoir une agilité constante, parfois tu perds du temps. Parfois tu perds du temps, tu perds de l'argent naturellement. Donc voilà, c'est beaucoup de coûts. C'est parfois un peu frustrant parce que on a une régulation à deux vitesses où tu as d'un côté un régulateur qui essaie de faire des efforts mais qui comprend naturellement pas tout notre métier, donc il fait des efforts mais ça prend beaucoup de temps et ça te met des contraintes. Mais bon, ça fait partie du jeu, le marché se développe progressivement et voilà. Et nous on essaie de faire en sorte que de contribuer un petit peu à cette bonne réglementation, parce qu'une bonne régulation peut te permettre d'avoir une position stratégique sur le marché et de permettre à ce marché de se développer. Par contre, une mauvaise régulation peut aussi brider l'innovation et brider l'écosystème. Ouais, c'est ça. Et parfois, je pense que vous avez l'impression de pas être à armes égales. Enfin, c'est entre les grosses plateformes. C'est clair que parfois c'est dur. Parfois c'est dur quand tu vois certains gros acteurs pour qui c'est finalement plus rentable en fait de contourner cette régulation parce que c'est beaucoup trop de process et au final, même s'ils vont au tribunal, c'est plus rentable pour eux de payer juste l'amende et de continuer à exercer. Donc c'est sûr que, et même par rapport en termes de compétitivité, par rapport à des acteurs internationaux qui sont pas soumis à ces mêmes règles-là, oui, des fois tu as un petit peu d'amertume et tu te dis c'est dur, mais bon, ça fait partie. Ça dépend toujours de ce que tu veux faire. Si tu as une vision très court terme, tu peux te dire OK, je vais à Dubaï, je vais à Malte, je vais en Suisse et je fais un truc un peu plus qui va être un peu plus facile à faire. Par contre, si tu veux construire sur du long terme, tu te rends compte que ce chemin-là t'ouvre quand même des portes, même si c'est plus dur. Ouais, et puis tôt ou tard, je pense que ça va. On espère que tôt ou tard ça va payer. Ça va payer. Vous allez voir les fruits de ça. Et vous avez des grosses sociétés qui disent, tu sais, on en parlait à un moment, je sais plus l'an dernier, que par exemple Tesla, ils avaient acheté 1,5 milliard de Bitcoin. Vous avez été déjà approché par des sociétés pour placer des liquidités ou des choses comme ça? Ouais, on a de plus en plus, depuis, ça va faire maintenant 1 an, depuis l'été dernier, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent investir. Au départ, c'était essentiellement des TPE et des PME qui venaient parce que c'était le gérant qui prenait la décision et le gérant était souvent lui déjà un petit peu investi dans cet écosystème-là, donc un peu plus à l'aise avec les mécanismes et donc après, une fois qu'il avait franchi le pas en perso, il se permettait de franchir le pas en pro. Mais là, on commence vraiment à avoir de plus en plus des entreprises traditionnelles qui interviennent sur des volumes beaucoup plus conséquents. On a régulièrement des entreprises qui viennent nous voir pour plusieurs millions d'euros de leur trésorerie pour 2 raisons. D'une part parce que aujourd'hui elles ont de la trésorerie dormante et elles ont plus grand chose qui leur permet d'avoir du rendement sur cette trésorerie. Donc c'est une diversification qui est logique et en plus de ça parce que finalement cet écosystème, il y a encore quelques années, il était très nébuleux et très incompris. Aujourd'hui, notamment en 2021, il a quand même été largement démocratisé et donc ça devient de moins en moins abstrait. Donc du coup on commence à se dire OK, finalement les cryptos c'est peut-être cohérent de se diversifier et en tout cas d'aller voir ce qui se trame derrière ça. C'est peut-être pas que du blanchiment, que des trucs un peu opaques comme on nous le disait il y a quelques années. Il y a peut-être vraiment quelque chose. Et voilà. Et le fait est que des sociétés comme Tesla fassent le premier pas, que PayPal le propose, etc. Forcément, ça apporte beaucoup de légitimité et de crédibilité à l'écosystème. Ok, super. Et du coup, alors je sais pas si peut-être les projets, vous avez des projets en cours chez Just Mining dont tu veux parler? Alors, on a beaucoup de projets en cours. Il y en a un qui est secret, dont on peut pas parler, mais qui verra le jour dans plusieurs mois. Donc ça c'est un gros projet qui est assez important et qui va changer pas mal de choses.
après, on est en veille constante. On se doit d'être hyper agile. Je vais donner un exemple très concret. On a sorti récemment un nouveau produit qui s'appelle les parachains. Donc les parachains, c'est un prolongement de l'écosystème de Polkadot, donc un assez gros projet crypto. Et les parachains, on travaille dessus depuis depuis plusieurs mois. Pourquoi on est à jour là-dessus? Parce que comme on travaille déjà sur le réseau Polkadot, du coup on est à jour sur toutes les mises à jour techniques qui sont en train de se faire, et donc on voit comment l'écosystème se développe, et on savait qu'il allait se passer un truc avec ça, donc on l'a étudié très tôt, et quand on a eu de la visibilité sur quand ça allait se lancer, il faut aller très vite après pour lancer le produit. Et donc là, du coup, tu te dois d'avoir une agilité qui est vraiment hors du commun, et sur des sociétés financières, normalement, cette agilité, elle n'existe pas, mais elle est nécessaire sur notre écosystème. Et donc, on a pu sortir ce produit en 2 mois, et finalement, on a été avec, quand on l'a lancé, il y avait juste Kraken, donc qui est un géant de la crypto, et un autre exchange que j'ai plus en tête qui l'ont proposé, et on était le seul autre acteur qui proposait de faire de la parachain d'un point de vue plug and play. Sinon, tu étais obligé de le faire directement sur le réseau, et la réalité, c'est que le faire sur le réseau, c'est ouvert aux gens qui sont à l'aise avec l'écosystème, mais pour le commun des mortels, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Donc on est toujours à l'écoute du marché, de ce qui est en train de se tramer, et après, une fois qu'on identifie quelque chose qui peut être intéressant, on va très vite. Ouais, super. Parachain, j'ai participé d'ailleurs au premier projet Moonbeam. Moonbeam, ouais. J'ai participé via Just Mine. Et les retombées ont été plutôt cool. Ouais, ça a été. Alors c'était un peu incertain pendant longtemps. On savait pas combien on allait récupérer de tokens. C'est ça. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que des fois tu mets beaucoup d'efforts techniques et beaucoup de ressources humaines sur des projets. Nous, ça nous est arrivé de travailler sur certains projets pendant longtemps. Puis au final, ça donne rien. Ça marche pas, parce que en fait, c'est le pari de travailler sur des trucs très très jeunes et très petits. Si ça marche, c'est super cool. Ça t'ouvre plein de portes, et il y a des retombées qui sont dingues. Par contre, la réalité, c'est que sur 5 projets sur lesquels tu vas bosser, il y en a un qui va marcher. En fait, celui-là va te couvrir tous les autres et peut-être plus, mais t'en as 4 qui vont pas marcher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu pareil. Il y a pas mal moi, je participe assez souvent à des ICO. Alors, tu sais, c'est tout IDO. Alors, c'est ça. À l'heure près, à la minute près, tu dois être là, tu dois te whitelister, faire le KYC. Puis après, parfois, tu peux récupérer genre $10 d'allocation. tu t'es connecté 4 fois. C'est ça. Là, j'étais dans le désert là la semaine dernière. J'étais en partage de connexion avec mon laptop à l'arrière du 4x4 en train de cliquer pour avoir l'allocation. Ça fait faire des trucs de fou. C'est ça. Mais bon, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Tu peux pas. Le réseau ne t'attendra pas de toute manière. Donc ouais, c'est ça. Ok, super. Du coup, on peut passer sur l'autre société que vous avez, Descoin. Mm-hmm. Donc, quelle est son activité? Alors, Descoin, c'est un broker qui va permettre de faire de l'achat-vente de crypto-monnaies purement et simplement, avec une interface hyper intuitive, et qui va aussi jouer le rôle pour des ICO, pour des gros projets qui ont des besoins qui se retrouvent à un moment donné à recevoir beaucoup de crypto et qui ont besoin d'un interlocuteur pour changer cette crypto en monnaie fiduciaire, en fait. Donc, ils vont jouer ce rôle-là. Ok. Et c'est la même chose que les gros exchanges? Vous faites la même chose que les gros exchanges qui sont connus? Alors, les gros exchanges, généralement, ont une panoplie de services qui est plus large. Si tu vas sur Binance, sur Kraken, c'est des plateformes sur lesquelles tu peux acheter, tu peux vendre, mais tu vas aller pouvoir faire du trading. Enfin, tu vas t'ouvrir à plein de choses, si bien qu'à un moment donné, tu te retrouves vite perdu. Ouais, un néophyte ou une société qui va se retrouver sur ces écosystèmes-là, elle va pas savoir vraiment ce qu'il faut faire. Et puis, en plus, c'est pas des sociétés qui sont françaises, qui sont pas forcément toujours sur les mêmes pans réglementaires que nous, et donc par exemple une société qui a besoin de certains justificatifs comptables ou de certains justificatifs financiers pour l'investissement ou pour la descente, elle va parfois être plus à l'aise avec une société qui est régulée en France que d'essayer sur des plateformes comme ça. Et puis t'as l'avantage d'avoir aussi un interlocuteur direct, quoi. Donc quand sur cet écosystème, si t'es pas à l'aise, avoir quelqu'un qui répond à ton téléphone quand t'as une question, c'est aussi hyper rassurant. Ok. Et on peut acheter et vendre que des cryptos, donc on peut pas faire rentrer de l'argent via un virement. Si, justement, tu rentres avec de l'euro et tu achètes via de l'euro. C'est toujours un pont euro. Ouais. Ok, ouais. Donc ça change tout, parce que pour beaucoup de personnes,
c'est un peu ce qui les bloque, quoi. C'est clair. Et puis voilà, c'est aussi via une interface qui est ultra simple d'utilisation. Donc là, tu peux mettre n'importe qui, qu'il ait 18 ans ou qu'il ait 60 ans sur Descoin, il sera capable d'acheter ses premiers bitcoins en toute simplicité. Ok. Et comment vous décidez, parce que chaque exchange il a sa liste, on va dire, de tokens. Comment est-ce que ça se passe quand pour ajouter un token, c'est vous qui faites la démarche, c'est le projet qui vient vous voir, comment ça se passe? Alors tu peux lister un token sans nécessairement l'accord du projet. Ça pose pas de problème. Après ça peut se faire de deux manières. Soit c'est par notre grille de lecture que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc Descoin a sa propre grille qui est indépendante de la nôtre. Mais voilà, c'est nous. Si on identifie un projet qui peut potentiellement être intéressant pour nos clients, on le fait passer dans cette grille de lecture. S'il répond à toutes les cases, go, on peut le lister. Sinon, ça peut arriver aussi dans certains cas. Maintenant, c'était pas forcément le cas au début, mais ça l'est de plus en plus parce qu'aujourd'hui on est plus gros, on est plus visible, on a beaucoup d'utilisateurs. Donc c'est intéressant aussi pour des projets d'être listés sur les plateformes. Donc de plus en plus, on a des projets qui viennent nous voir et qui discutent avec nous sur dans quelles conditions je peux être listé chez vous, quoi. Donc quoi qu'il arrive, on repasse sur cette grille de lecture toujours parce que tu as des projets qui vont peut-être venir nous voir qui vont être intéressants. On va dire ok, pourquoi pas. Par contre là vous êtes peut-être trop jeune, donc on reste en contact, on avance avec vous. Pourquoi pas, on vous aide, on vous met en relation avec des gens, etc. pour avancer et faire mûrir le projet. Et quand vous êtes bon, on start. Donc ça peut se faire sous les deux sens. Ok. Oui, forcément, parce que je pense pour lister un Bitcoin, personne ne va te répondre. Si demain tu le listes. De toute manière, Bitcoin est totalement décentralisé, donc t'as pas d'entité derrière. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que dans ce cas-là, tu vas pas recevoir un appel. Voilà, j'aimerais être listé chez vous. Ok. Et peut-être on pourrait parler un peu de la sécurité de tous ces actifs que vous gérez. Comment ça se passe? Alors. J'ai vu une vidéo là de Owen là où il y a quelqu'un qui est venu chez lui là, il en parlait pour essayer un peu de yes, oui, parce qu'il y a des gens qui imaginent encore que tu peux aller voir un mec qui est fortuné en crypto et qui connaît l'écosystème et que tu peux aller le braquer et récupérer tous ses fonds, comme si on était aussi on était stupide pour garder notre argent sur nous dans la poche et que n'importe qui puisse dire ok, ça marche pas comme ça. Il y a plein de procédés techniques qui te permettent de sécuriser ça et de te protéger de ce genre de risque là, parce que dans tes procès donc de ce qu'on appelle le custody, donc le custody c'est l'action de conserver les fonds pour le compte de tiers, donc ça c'est aussi c'est comme pour les actifs financiers. C'est ça. Et dans les cryptos, quand tu es régulé, c'est aussi un des enregistrements auxquels tu peux être éligible. Donc nous, on l'a. Just Mining et Descoin l'avons. Donc ça veut dire qu'on est autorisé à faire ça pour le compte de notre client. Donc on est autorisé à recevoir des euros d'échange en crypto et conserver ces cryptos. Parce que tu peux faire le pont, mais tu peux aussi juste faire le pont et ne pas conserver les fonds. Tu les envoies directement sur un wallet indépendant et c'est le client qui a la responsabilité de conserver ces fonds. Donc nous, on a cet enregistrement-là et ça implique forcément pas mal de choses. Donc dans un monde qui est totalement numérique où c'est très flou, forcément la sécurité c'est un volet hyper important, c'est un volet qui fait très peur, le hack fait très peur, surtout qu'on est dans un écosystème dans lequel il n'y a pas d'assurance aujourd'hui. Les assurances traditionnelles ne veulent pas encore aller sur les cryptos, sont pas encore à l'aise. Alors ça va venir, hein. Nous on travaille avec beaucoup d'assureurs traditionnels, on les éduque beaucoup. Ça fait maintenant peut-être 1 an et demi ou 2 ans qu'on discute avec certains, où on fait des conférences privées chez eux pour leur expliquer c'est quoi notre métier, c'est quoi les risques liés. On leur fait des schémas de flux pour qu'ils comprennent vraiment et qu'ils aient une cartographie en fait des différents mouvements qui sont faits. On commence à avoir progressivement des retours avec des débuts d'offres, mais c'est pas encore assez adapté à la réalité du marché, donc ça va venir. Mais pendant ce temps-là, comme il n'y a pas d'assurance, tu te dois d'être hyper béton en termes de sécu. Alors la chose qu'on dit toujours, c'est que le risque zéro n'existe pas, parce que de toute manière dans le monde digital, les attaquants ont toujours un temps d'avance sur les défenseurs, et le but du coup c'est d'avoir une segmentation des fonds avec un certain nombre de processus qui font que si jamais tu viens à te faire taper un coup, le montant doit pas être suffisamment important pour que ce soit létal pour la société ou pour que ce soit répercuté sur tes clients. Donc ce genre de risque existe. Est-ce qu'il nous empêche de dormir? Non, parce que sinon tu fais pas ce métier-là. Est-ce que on se repose sur nos lauriers? Non, parce que la sécurité, c'est une remise en cause permanente. Et ça, nous, on l'a vu. Aujourd'hui, on a un département sécurité en interne, un gars qui vient du Luxembourg, d'ailleurs, qui s'était occupé de la sécu d'autres boîtes crypto et financières dans le passé. Et quand il arrive chez nous, justement, il est arrivé chez nous il y a 3 ans, il a dit,
faut reprendre tout à zéro. Et donc maintenant, on a des vrais process. On a des vrais process qui répondent à des exigences qui sont assez poussées. Et comme on n'a pas d'assurance, tout le budget part dans la sécurité. Donc même avec une boîte de notre taille, une trentaine de personnes, on a des process de sécurité qui sont plus poussés que des boîtes financières qui vont être beaucoup plus grosses que nous parce que elles ont le volet assurance qui peut les protéger à d'autres endroits. Et les assurances, ça peut ressembler à quoi? Ça peut être des multisignatures, des délais de retrait, des actifs qui sont gérés sur différents... Alors, dans les process que tu appliques, t'as de ça. Tu as beaucoup de multisig pour débloquer les fonds. Tu as différents outils qui te permettent de mettre les fonds sur ce qu'on appelle du cold wallet, donc des fonds froids. Donc là, on travaille sur des solutions Ledger, notamment beaucoup. Donc t'as plein de mécanismes qui te permettent effectivement d'avoir des processus de sécurité qui sont assez poussés. Mais c'est un vrai sujet dans la crypto. Et nous, parfois, on voit nous déjà des gros clients des fois qui ont des comptes sur des trucs et qui sont pas du tout sécures, où c'est vraiment c'est hyper inconscient. Et on voit aussi des sociétés. Il nous est arrivé de voir des sociétés où quand tu vois l'état, vous travaillez vraiment comme ça, c'est grave. C'est vraiment grave. Les gens se rendent pas compte à ce point. C'est toujours trop tard en fait quand tu t'en rends compte, quoi. Pendant longtemps, tu te dis. Ouais, où il y en a qui ont beaucoup de chance, mais c'est vrai que c'est un point qui est souvent montré du doigt, mais qui est très incompris par les gens parce que c'est très complexe en fait la sécurité des cryptos. Donc c'est vrai que les gens savent pas forcément où aller et finalement c'est des processus techniques. Si t'as pas de personnes en termes qui savent faire ça, tu peux pas l'inventer. Ouais. Ok. Et du coup, pour Descoin, c'est quoi le futur? Vous essayez de quoi? De grossir, d'avoir plus de coins, plus de... Yes, Descoin, ça pourrait être intéressant que tu en discutes avec le fondateur Julien, parce que du coup, moi, je suis l'une des personnes du board, mais j'ai pas d'activité opérationnelle sur Descoin, donc j'ai un petit peu moins de visibilité sur tout ça. Mais effectivement, l'idée c'est de grossir, de proposer une expérience utilisateur toujours plus fluide et de proposer aussi des solutions pour les pros qui souhaitent investir de la trésor ou pour ces gens qui deviennent possesseurs de crypto et qui ont besoin de repasser sur de l'euro, en fait, avoir un pont hyper fluide et simple à utiliser qui fasse repartir dans le monde réel. Ok. Et petite question, je sais pas, on n'en avait pas parlé, mais peut-être avoir ton point de vue sur la fiscalité. Visiblement, c'est assez complexe. Enfin, la règle est assez simple. Quand tu repasses en euros, tu payes 30% d'impôts quand t'es français. Mais après, c'est un peu plus... Visiblement, c'est vraiment assez compliqué. C'est un peu le Far West aussi, la fiscalité. Alors, sur le papier, la règle est simple. Donc, t'es sur la flat tax. Donc, c'est dire que tu es imposé à hauteur de 30% de tes bénéfices. Donc, ça fonctionne très bien. Si jamais tu te dis, j'achète du Bitcoin en février, je le revends en novembre, j'ai fait X euros de plus-value, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ton calcul, il est simple à faire. Par contre, si tu viens faire du stacking, si tu viens faire du lending, si tu viens faire plein de process, utiliser plein de plateformes différentes, ça devient vite... Ce que presque tout le monde fait, en fait. Ce que presque tout le monde fait, ça devient vite une jungle hyper compliquée à travailler. Et du coup, le cadre actuel n'est pas du tout adapté à la réalité du marché. Alors, le cadre a le mérite d'exister. C'est important d'avoir cette base parce qu'elle permet aussi à des investisseurs traditionnels de se positionner, parce que s'il n'y avait pas du tout de base, les investisseurs traditionnels ne pourraient pas rentrer parce que s'ils savent pas comment déclarer, ils rentrent pas dans le doute. On préfère ne pas se positionner. Donc, le cadre a le mérite d'exister. Et après, il y a différentes solutions. Donc, moi, je te parlais de Walsieux tout à l'heure, une société sur laquelle on est aussi un investisseur qui propose justement une simplification de tous ces processus-là où tu vas en fait connecter directement sur leur plateforme tous tes comptes et eux, ils vont agréger tout ça et à la fin, ils vont te dire, OK, par rapport à tous les montants que tu as fait dans l'année, tu dois déclarer tel montant à tel endroit dans ta déclaration et du coup, là, c'est hyper simple. Et ils te fournissent après les documents officiels qui vont avec. Et donc, ça permet de simplifier, de fluidifier le processus. Mais c'est vrai que pour un particulier, aujourd'hui, faire ta déclaration tout seul, ça relève de l'impossible. Hein. Ouais, et même pour des acteurs comme nous qui sommes dedans, qui faisons beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, même avec des outils dédiés, c'est encore compliqué. Ouais, bien sûr.
Parce que c'est pas parce que tu rentres, 10 000 euros et que tu ressors 10 000 euros que t'as rien gagné. Ça se trouve, il te reste encore. Ouais, c'est ça. Puis tu changes d'un actif à un autre. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça complexifie l'équation de base qui est censée être très simple. Voilà. Mais le cadre, il va évoluer là-dessus. Il va être amené à évoluer. Ça se démocratise de plus en plus. Pendant longtemps, les instances ne voulaient pas trop bouger parce qu'ils comprenaient pas trop ce marché-là. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus d'interlocuteurs. On a aussi de plus en plus d'avocats fiscalistes qui maîtrisent le sujet, qui s'y intéressent. Donc voilà, on commence à avoir une panoplie d'acteurs qui répondent à certaines questions, et donc je suis plutôt confiant sur le fait que dans les prochaines années, on ait un cadre qui soit plus complet et qui soit adapté à la réalité du marché. Après, on aura toujours beaucoup trop d'impôts à payer en France. Ouais, mais au moins, c'est un peu comme dans l'immobilier, quand tu le sais, ça va, tu vois, je veux dire, au moins, par exemple, les taxes foncières, que ce soit trop cher ou pas cher, mais au moins, la taxe foncière, elle arrive, tu la payes et c'est réglé. Mais c'est super important ce que tu dis, et c'est vrai que le plus important, c'est même d'avoir un cadre qui soit déjà clair, avant qu'il soit bon ou pas bon, qu'il soit clair, et que tu saches exactement quand tu investis comment ça va se passer en fonction de comment ton investissement va se développer. Donc ça c'est le plus important, effectivement. Après le fait que le cadre soit bon ou pas, on pourra le faire évoluer et essayer de le rendre meilleur, mais déjà avoir un cadre clair, ce serait une bonne chose. Ouais. Et petite question un peu transversale, comment est-ce que tu fais pour recruter donc là, tu as dit, t'as une trentaine de collaborateurs qui travaillent avec vous. Et forcément, c'est un milieu où l'expérience, c'est compliqué parce que c'est un peu un milieu jeune. Et du coup, ouais, comment est-ce que tu arrives à recruter? Vrai sujet, puis on est en plein dedans. Là, nous, on est, je te disais, sur Just Mining, on est une trentaine dans l'écosystème global. Toutes les boîtes cumulées, on est 90 aujourd'hui. Donc, tu commences à avoir de vrais sujets RH. Ce qui est compliqué, c'est de trouver des techs. Les techs, il y a une pénurie de techs sur le marché, donc tout ce qui est développeur, IT, etc. Ça, c'est très très compliqué à trouver, surtout que nous, on est à Metz, donc entre Paris et le Luxembourg. Donc au Luxembourg, ils sont payés beaucoup plus cher pour beaucoup moins de boulot. À Paris, c'est un petit peu plus attractif. Donc faire venir des gens à Metz, c'est assez compliqué. Après, on a la chance d'avoir un beau projet, d'avoir une belle boîte. Donc t'as beaucoup de gars qui sont séduits par ça, qui sont séduits par l'environnement dans lequel on est, parce que tu vois, t'as du monde tous les jours au bureau, t'as une émulsion et t'as une énergie que tu retrouves en fait dans très peu d'écosystèmes. Donc ça attire aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui comprennent aussi que tu as des perspectives d'évolution qui sont beaucoup plus importantes sur ce marché que sur d'autres. Nous, on commence à recruter certains seniors. Il y en a certains qui font des efforts salariales qui sont colossaux, que les gens autour ne comprennent pas, mais en fait, eux comprennent parce qu'ils prennent un vrai pari sur l'écosystème et sur la croissance de la boîte. Enfin, quand tu regardes, on a commencé il y a 5 ans dans une cave à Florange. Aujourd'hui, on est une trentaine, on a un demi-milliard sous gestion, alors que moi j'ai 25 ans, ouais, on a 24, tu vois, donc ça peut aller très vite. On a encore beaucoup d'ambition et on n'a pas fait la moitié de ce qu'on veut faire, donc il y a des gens qui ressentent cette énergie et qui veulent venir la partager avec nous, mais voilà, donc c'est à la fois compliqué et pas compliqué, parce que c'est compliqué de trouver des bonnes compétences, mais à la fois t'as beaucoup de gens qui veulent travailler dans cet écosystème. Donc des candidatures, genre sans poster d'offres d'emploi, j'en reçois des dizaines et des dizaines par semaine. Alors de profils plus ou moins qualifiés, sur des profils dont j'ai plus ou moins besoin, mais en tout cas on reçoit des candidatures. Là où c'est vraiment un enjeu et là où c'est vraiment plus compliqué, c'est sur tout ce qui est profil technique. Ouais, je me le crois. Après c'est vrai que c'est un peu votre avantage, vous êtes c'est plus une start-up, mais tu vois, les start-up, tu te dis, elles peuvent mourir demain, quoi. Vous, votre boîte, elle est quand même en place, en fait, elle est assez grosse. C'est ça. Vous cumulez un peu les avantages d'une start-up et d'une société plus mature, quoi. C'est ça, exactement. En fait, on n'est plus une start-up dans nos process et dans notre façon de bosser. Par rapport au montant et au volume financier qu'on gère. Là, on est clairement plus une start-up. Par contre, on est encore une start-up dans l'état d'esprit, en termes d'énergie, en termes de comment je peux dire ça, mais en termes de flexibilité. Tu vois, nous, il y a personne qui a des horaires. Les gens, ils travaillent quand ils veulent, comme ils veulent. À partir du moment où le taf il est fait, c'est bon. Et en fait, il y a personne qui triche, parce que s'il y a quelqu'un qui vient à tricher, c'est qu'il a rien à faire là, et c'est ni intéressant pour lui ni intéressant pour nous. Donc tu te le dis assez rapidement. Donc ça, il y a de plus en plus de gens qui recherchent aussi ça aujourd'hui. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est un peu la liberté et puis avoir trouvé un peu du sens dans. Tu vois, c'est vrai que beaucoup de personnes qui m'écoutent, elles ont un peu fait le tour de leur métier. Tu vois, c'est pour ça, je m'appelle Bye Bye Patron. Bah, ils ont soit elles sont dans des boîtes qui sont beaucoup trop grosses et elles font juste une procédure tout a été tellement mais c'est ça, on récupère de plus en plus de mecs qui ont bossé dans des boîtes géantes. Enfin, tu prends notre compliance officer, c'est l'ancien compliance responsable conformité de Western Union. Notre directeur commercial, c'est l'ancien vice-président de Mastercard. Donc, on commence vraiment à avoir des profils qui sont de vrais gros calibres et qui en fait étaient arrivés à un moment donné où mais là, ils s'éclatent en fait. Ils s'éclatent par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Alors, ils étaient dans des plus grosses boîtes, ils avaient des plus gros salaires, ils avaient plein de choses qui paraissent mieux sur le papier, mais en fait. Mais là, ils s'éclatent, ils sont passionnés par ce qu'ils font et du coup, ça c'est le plus important. Mais tu te rends compte que quand tu le vis. Après nous, c'est compliqué. Moi, j'ai eu que ce côté-là de la barrière. J'ai jamais été salarié, jamais été employé. Donc mais par contre, je pourrais jamais retourner de l'autre côté. Tu vois, ça, il y a trop d'avantages à être de ce côté-là pour pouvoir y retourner. Après, ça dépend. Ça, c'est propre aussi à chacun. Chacun a une perception différente, a des objectifs différents et il y a des gens qui sont faits il y a des gens qui préfèrent le salariat, qui aiment pas avoir de la responsabilité et tout. Et ça se juge pas, en fait. C'est juste par rapport à la perception de chacun. C'est ça, exactement. Puis c'est ça. Puis, en fait, parfois, moi, je suis beaucoup sur les réseaux et tout. T'en as qui est un peu, comment on va dire, tu sais, mettre l'entrepreneuriat au-dessus de tout, comme si c'était un but ultime. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que voilà, t'as d'autres problèmes, c'est ça. Toi, tu dis là, vous gérez des centaines de millions et vous avez pas d'assurance. T'as des gens, moi, dans l'immobilier, il y a un tout petit truc qui va pas sur un appartement, ils vont pas endormir, tu vois, pour 500 euros, quoi. Donc, c'est des personnalités qui sont différentes. Et après, c'est aussi des métiers. Être entrepreneur, ça veut tout et rien dire. Tu peux être entrepreneur tu peux être maçon, tu peux être dans la blockchain. Et puis, comme tu dis, de toute façon, les deux côtés de la pièce ont leurs avantages et leurs inconvénients. Être entrepreneur, ça apporte plein de choses. Nous, on a la chance que ça se passe plutôt très bien. Donc, forcément, quand ça se passe plutôt très bien, c'est cool. Mais j'ai plein de potes entrepreneurs qui galèrent. Et puis, c'est aussi, tu comptes pas tes heures. C'est au minimum 80, voire plus, voire 100 heures par semaine. Faut les tenir aussi. Quand tes potes, le samedi soir, ils vont sortir et que toi, tu sors pas parce que le dimanche, t'as un rendez-vous à 9h ou 10h. C'est aussi des contraintes et des responsabilités. Quand tu commences à avoir des salariés, tu te sens aussi responsable vis-à-vis d'eux et donc tu dois faire des efforts. Il y a plus de boulot, donc ça t'ouvre certaines portes, c'est sûr, mais c'est le fruit aussi du boulot qu'il y a derrière. Ouais. Bah ouais. Et quand on est investisseur, c'est pareil, tu vois. Là, je suis là. Hier, je suis pas sorti, on est samedi. Parce que ce matin, j'avais 10 visites pour mon appart. C'est ça. Après, je viens de voir. Et c'est comme ça, David. De toute façon, on peut pas tout faire. Hein. Faut pas non plus. Non, et puis on a rien sans rien. Enfin, moi, quand je vois des trucs, alors tous les trucs, mindset, entrepreneuriat et tout, c'est très bien. Mais quand je vois des gars qui disent que tu peux gagner de l'argent sans rien faire en restant chez toi et tout. Non, ça existe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, là, on fait l'interview. Je suis en train pour la petite histoire, en fait, j'étais en train de démonter un robinet de cuisine qui fuyait là dans mon appart où je change de locataire. J'étais dégueulasse, tout a coulé. Je suis allé chez Leroy Merlin et puis là, je me suis arrêté pour faire l'interview. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on aime aussi. C'est ça. Ok, Thibaut. Pour finir, j'ai toujours 3 petites questions. Alors, je sais pas si vous voulez encore parler d'un point. Moi, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Toi qui donne le rythme. Du coup, 3 questions. La première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On m'en a donné beaucoup. Alors après, c'est des conseils que t'as appliqué, bien sûr. C'est des conseils qui sont un peu bateaux. Non, aujourd'hui, un conseil qu'on m'a donné que j'ai pas compris au début et que je comprends maintenant, c'est de savoir dire non et qu'il était important de dire non de temps en temps. On est aujourd'hui, nous, dans un moment où des opportunités, on en a plein qui passent devant nous. Et en fait, si tu veux tout faire, tu te retrouves à plus rien faire correctement. Et c'est compliqué parce que des fois, tu dois refuser des trucs qui sont géniaux. Et ça peut être à la fois mal pris par la personne ou elle peut mal l'interpréter alors que tu as envie de le faire, mais tu peux pas parce que sinon, tu sais qu'il y a un autre truc à côté que tu vas moins bien faire. Donc, savoir dire non quand tu entreprends, c'est hyper compliqué, mais c'est hyper important. Et ça, tu
t'en rends souvent pas compte au départ. Et après, l'autre, bon, ça c'est un conseil qu'on donne souvent aussi, mais c'est surtout faire quelque chose qui t'amuse en fait. Parce qu'à partir du moment où t'es à l'aise avec ce que tu fais et où tu te lèves plus pour bosser, mais tu te lèves pour venir passer du temps au bureau avec plus que tes collègues, avec tes potes pour faire ce que t'aimes et tout, ben c'est une énergie qui est totalement différente que putain, faut que je me lève tôt pour aller bosser et tout, tu vois. Ouais. Ah, bien sûr, c'est ça, faut trouver sa voie et c'est pas la même pour tout le monde. C'est ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a tu vois, t'as dit qu'il faut savoir dire non. Est-ce que tu sais, en fait, c'est souvent a posteriori dans la crypto qu'on sait que quelque chose était prometteur ou pas. Est-ce qu'il y a eu un truc que t'as refusé et pas que tu regrettes, mais qui aurait pu être aujourd'hui un gros business ou une grosse activité pour Just Mining? Ouais, il y a plein de trucs après qu'on regrette. C'est pas un regret, mais je veux dire, voilà, où t'avais peut-être pas vu le potentiel, ou alors où t'étais déjà sur un autre truc et du coup t'es pas allé là-dessus, tu vois. Non, bah nous sur Just Mining, il y a plein de trucs où on a eu des gestions très prudentes, donc il y a des choses sur lesquelles ou des projets qu'on a suivis très très jeunes, sur lesquels on s'est peu exposé avec la société parce qu'on voulait pas prendre le risque, parce que comme on est une société qui est totalement autofinancée, on n'a jamais levé de fonds avec Just Mining, on n'a jamais eu de financement extérieur. Donc tout l'argent qu'on a, on l'a gagné avec la sueur de notre front. Donc il y a un moment donné, pareil, ouais. En plus on a traversé un bear market, donc 2018-2019 où le marché était très plat et où c'était vraiment beaucoup plus difficile. Donc quand tu as vécu tout ça, quand tu as un peu d'argent de côté, tu fais attention à comment tu l'investis. Donc il y a des choses ou des projets auxquels on croyait à fond, hein, et on a beaucoup travaillé dessus, on a mis beaucoup d'énergie de ressources humaines, on a investi un peu mais modérément. Donc d'un point de vue cartésien, le ratio risque qu'on a choisi pour investir, il était bon et juste. Par contre, effectivement, en investissant plus, on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent. Mais ça, voilà, comme tu dis, tu le sais à posteriori. Après, c'est plus sur avec la visibilité d'Owen, on a la possibilité souvent d'avoir des partenariats ou des collaborations avec des trucs, avec des géants de la musique, des géants du cinéma. Et donc là, il y a des trucs où tu peux dire, oh putain, ce serait super cool de pouvoir bosser avec eux et tout. Et finalement, tu le fais pas. Et voilà, parce que tu peux pas tout faire. Ou même des partenariats avec des gros clubs de foot, des trucs comme ça, des trucs qu'on a refusés, qu'on pouvait se permettre de faire, mais qu'on n'a pas fait parce qu'on estimait que c'était pas le bon moment ou quoi. Donc, il y a des trucs, tu dis, moi, tu vois, je suis un grand fan de foot. Il y a des trucs qu'on a refusé, ou en plus, c'est moi qui ai refusé. Au fond de moi, j'avais terriblement envie de dire oui, mais voilà, quand tu recules, tu te dis peut-être il faut pas. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Dans la crypto, c'est comme les actions, tu vois. Moi, j'ai des actions Louis Vuitton ou Apple depuis super longtemps. Il s'avère qu'elles ont méga performé. Et c'est pas pour ça qu'il fallait faire all-in dessus, tu vois. Il y a un moment, moi, j'estime que je suis un investisseur. Enfin, voilà, je suis une ligne de conduite qui fonctionne. Non, mais c'est forcément, clair. Et a posteriori, on est toujours plus et puis sur ce genre de choses, et encore plus dans la finance, tu vois beaucoup les choses que t'as manqué, tu vois moins les choses que t'as réussi. Parce qu'en réalité, quand tu dézoomes, tu te dis, ouais, quand même, c'est cool, tu vois. Ouais. Par contre, le truc où t'es rentré à 1 euro, il a fait x3, t'es sorti et il monte à 10, tu te dis, oh putain, j'aurais pu faire x10, alors que t'as déjà fait x3, c'est quand même super cool d'avoir fait x3. Et on a tendance à voir la chose sous tête là, alors que quand tu dézoomes, tu te dis, bon, en fait, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est ce qu'il y a avec le Bitcoin en 2020, je sais plus, il était à $3,000 peut-être à un moment. Et puis, quand on rentre dans le premier confinement, le premier vrai gros confinement qu'on a eu où tout le monde a été cloué chez soi, on a un Bitcoin qui tombe à $3,000 quand même. Ouais. Donc c'est pour ça quand j'entends même que les gens disent si c'est en dessous de 40, c'est la fin du monde. Non mais voilà, ou même quand j'entends dire il a baissé, il a eu un gros crash. Ouais, effectivement, il a eu une correction qui est assez importante. Bon, quand t'es dans l'écosystème depuis longtemps, même si c'est des corrections qui font mal, en réalité tu relativises, tu sais que c'est des choses qui arrivent en fait et ça t'affecte moins. Et ouais, on a tendance à oublier que sur 24 mois, ça fait on est sur x20 presque. Donc c'est pas mal quand même pour une correction x20. Ouais, c'est ça. Ok, super. Deuxième question, si t'avais 30 jours là, donc super focus, donc t'as pas besoin de recruter de personne, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de te laver, t'as personne, t'as ton téléphone qui sonne pas, personne vient se faire un café pendant que t'enregistres un podcast. T'es pendant 30 jours focus. Est-ce qu'il y aurait t'aurais un truc que t'aurais envie de faire que peut-être tu décales depuis trop longtemps? Ça peut être du boulot, ça peut être du sport, ça peut être peu importe, mais quelque chose. Tu sais, parfois il y a des choses, on sait au fond on doit les faire et puis en fait on trouve jamais le temps, quoi. Ouais, moi il y a un truc que j'ai pas le temps de faire et qu'il faudrait faire, ce serait apprendre plus de langues.
apprendre plus de langues et se perfectionner au niveau des langues, tu vois. Donc, parce que du coup, quand t'es dans le rush, t'as jamais le temps de t'améliorer sur ces choses-là. Et en fait, comme on est sur un marché qui est naturellement international, t'as des pépites partout, t'as des mecs ultra pertinents dans tous les pays du monde. Et bah, le fait de pouvoir parler plusieurs langues et pouvoir aller toucher ces différents écosystèmes, ça t'ouvre plein de portes. Donc il y a ça qui est hyper important. Après, sinon, si tu me donnes un mois où je sais qu'il se passe rien, je te mets à fond dans les cryptos pendant 30 jours et tu prends toutes les infos que t'as pas eu le temps de prendre, et puis après tu reviens encore plus fort, quoi. Ouais. Ok, super, on veille, quoi. Enfin, plus que de la veille, de la veille active. Ok, super. Et dernière question, est-ce que tu aurais un invité à me conseiller? Bah, du coup, là, on a parlé pas mal de Descoin, donc si tu veux faire un petit sujet avec Descoin, ça pourrait être sympa. Et sinon, étant donné que je sais que toi, tu parles beaucoup d'immobilier, ça pourrait être sympa de parler un petit peu de la jonction entre la blockchain et l'immobilier, parce qu'il y a pas mal de trucs qui commencent à arriver. Donc là, il y a des mecs comme Bilal El Alami, je pense, avec Equisafe, qui font des trucs cool, qui est aussi une société française. Donc ça pourrait être un truc sympa par rapport à tes auditeurs. Ouais. Bah, du coup, ouais, je vais essayer de le contacter, et puis ça ferait un super on fera l'introduction. Ok. Et ben, écoute, Thibaut, merci pour ton temps, hein. Et puis, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu jusque Metz. Et ben, ouais, non. Mais allez à Metz, hein, c'est une super belle ville, hein. Et mes appartements sont tous loués, donc c'est pas la peine. Je vous fais pas de la pub pour ça, mais c'est vrai qu'on est toujours super bien reçus là. Ok. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et à très bientôt.